Hello tout le monde et bienvenue à tous sur ma chaîne YouTube dédiée aux affaires criminelles les plus intrigantes et mystérieuses de notre époque. Aujourd'hui, je vais vous plonger dans l'un des cas les plus captivants de l'histoire criminelle, celui de Main Line Murders. Cette affaire a secoué la Pennsylvanie et est restée non résolue pendant de nombreuses années. Mais aujourd'hui, nous allons la reprendre en détail pour découvrir ce qui s'est vraiment passé. Des rebondissements choquants, des secrets bien gardés, des suspects innocents et coupables. Tout sera révélé. De plus, je vais vous donner une analyse approfondie de la psychologie possible du criminel, pour que vous puissiez comprendre ce qui a conduit à cette tragédie. Préparez-vous pour un voyage captivant dans l'un des cas les plus intrigants de l'histoire criminelle. Alors, éteignez les lumières, installez-vous confortablement et commençons. Tout a commencé en 1979 aux États-Unis, où nous découvrirons de nombreux endroits, mais le principal reste l'État de Pennsylvanie. Susan Gallagher est née à Ridgway, une petite ville du nord-ouest de la Pennsylvanie. Elle était la fille de William et Jane Gallagher, respectivement directeur et enseignante d'école. Elle a un frère nommé Patrick, mais on sait très peu de choses sur lui. Susan était très proche de sa mère et rêvait de devenir enseignante comme elle. Après ses premières études, Susan a fréquenté la Grove City College, où elle a obtenu un diplôme en anglais avec mention très bien. Elle était une jeune femme magnifique et a rencontré Kenneth Reinhardt, un soldat enrôlé dans l'Air Force, avec qui elle a commencé une relation amoureuse. Susan poursuit sa carrière professionnelle en 1966 en obtenant une maîtrise en anglais à la Pennsylvania State University. Susan et Kenneth se sont mariés en 1965 et ont apparemment déménagé souvent. Sans domicile fixe, peut-être à cause du travail de Kenneth, ils ont d'abord déménagé à Sacramento, en Californie, avant de retourner dans le nord-est. Ils ont même vécu pendant un certain temps en Italie, à Rome, avant de s'installer à New York, et enfin de se fixer définitivement à Philadelphie en 1971. Pendant tous ces déménagements, Susan a acquis une grande expérience dans l'enseignement, trouvant toujours un travail dans chaque ville. En plus de sa carrière professionnelle, elle a fondé une famille avec son mari, donnant naissance à une fille nommée Karen et à un fils nommé Michael, un an plus tard. La petite famille a passé quelques années ensemble, mais en 1974, bien qu'ils soient jeunes, avec des bonnes carrières et des enfants à charge, Susan et Kenneth ont décidé de se séparer. Ils ont officialisé leur divorce en 1976, mais avaient déjà pris cette décision depuis longtemps. Leur séparation n'a pas été destructrice comme cela arrive souvent. Au contraire, ils se voient souvent et restent en bons termes. Simplement, ils ne se sentaient plus bien ensemble comme mari et femme. Après la rupture, Susan a pris ses enfants et s'est installée dans la région d'Armour. Ils possèdent une belle maison, qu'elle a choisie spécialement pour avoir plus de place pour ses enfants, qui grandissent de plus en plus. Bien que la garde conjointe ait été accordée, les enfants restent beaucoup plus souvent chez leur mère. Le père ne pouvait pas s'occuper d'eux plus de 2 week-ends par mois, car son travail le forçait à voyager souvent. Ce qui est surprenant, c'est que dans l'accord de divorce, aucune pension alimentaire n'est exigée. Mais ce n'est pas tout. Susan est également une travailleuse acharnée. Elle est enseignante d'anglais à la Upper Merion High School depuis 1971. Elle est appréciée de tous, élèves et enseignants. En effet, sa façon d'être lui permet d'interagir facilement avec les élèves et de superviser plusieurs groupes et clubs en dehors des heures de classe. Elle a même créé un cours de cinéma pour transmettre son amour pour cet art. Susan est considérée comme un exemple en tant que mère et travailleuse. Selon le Philadelphia Inquirer, elle a été impliquée dans un projet de renouvellement de programmes de lycée pour les adapter aux besoins des étudiants. En dehors de son travail, Susan a de nombreuses passions, notamment la lecture et le théâtre. Elle est également très engagée dans un groupe de soutien pour parents célibataires et divorcés, appelé Parent Without Partner. Elle y est non seulement un membre actif, mais elle fait également partie du personnel et anime des réunions de groupe dans toute la région de Pennsylvanie. En somme, Susan est une personne remarquable, aimée et respectée de tous.
Partout où il y a du bien, Suzanne est là pour accomplir son travail impeccablement. Elle mène une vie réservée, mais reste toujours disponible pour les autres et adorée par ses enfants. Malgré la récente perte de sa mère, elle est empathique envers tout le monde et trouve du réconfort dans l'association dont elle fait partie. Mais derrière cette apparence parfaite, y a-t-il quelque chose de caché peut-être ? Rien de mauvais, mais sûrement il doit y avoir quelque chose. Parlons maintenant de ses enfants. Karen est la plus grande. Elle a 11 ans et a un caractère très similaire à celui de sa mère Suzanne. Petite, timide et passionnée d'athlétisme. Depuis son plus jeune âge, elle a été très active en gymnastique et en softball. Malgré sa passion pour les sports, elle adore aussi l'art et les choses raffinées, tout comme sa mère. Elle essaie probablement de lui rassembler pour lui faire plaisir. En ayant une mère quasiment héroïque, elle rêve de devenir elle aussi un jour enseignante comme Suzanne. Michael, quant à lui, est le membre le plus espiègle de la famille. Âgé de 10 ans, il est le plus jeune et totalement à l'opposé de Suzanne. Extraverti et constamment actif, surtout dans les sports, tout comme sa sœur. Mais Michael a une passion dévorante pour le baseball et il est un fan absolu de Philadelphia Phillies. Il est même capable de reproduire facilement leur formation de jeu. Karen et Michael sont deux enfants heureux qui grandissent paisiblement près de la maison de leur mère Suzanne et ils vont à l'école primaire Chestnut World. Karen vient de terminer l'école élémentaire et se prépare pour le collège, tandis que Michael a encore 2 ans à faire avant de rejoindre sa sœur. Tout semble aller pour le mieux jusqu'à cette fameuse date du 22 juin 1979. Cette journée, qui restera gravée à jamais dans leur mémoire, a été un véritable tournant dans leur vie. Ce jour-là, Michael était avec son père, qui avait changé de travail après le divorce de Suzanne. Ils étaient tous les deux ensemble toute la journée et ont assisté à un match de softball en soirée. C'est alors que Suzanne, sans prévenir, est arrivée pour prendre son fils avec elle. Cette apparition soudaine a interrompu le match des deux et Michael, triste de devoir partir, a appelé son père vers 20h30 pour s'excuser de l'avoir abandonné ainsi. Cet événement, en apparence anodin, a marqué le début d'une série d'événements tragiques qui ont bouleversé la vie de Suzanne et de ses enfants. Mais nous ne sommes qu'au début de cette histoire. Il y a encore beaucoup à découvrir. En effet, Suzanne avait prévu d'amener ses enfants chez les grands-parents paternels à Allenstown, en Pennsylvanie. Tout était organisé pour que les enfants ne soient pas seuls, avec des activités planifiées pour tout le week-end. Mais le vendredi soir, tout a basculé. Les voisins ont vu les enfants jouer dans le jardin, ramassant des grelons après un bref orage d'été. Une demi-heure plus tard, la voiture de Suzanne, une Plymouth Horizon rouge-orange, a été entendue démarrer, mais elle a mystérieusement disparu quelques minutes plus tard. Pendant 3 longs jours, personne n'a eu des nouvelles de la famille. Pourtant, il s'avère que Suzanne avait appelé plusieurs fois ses beaux-parents pour discuter du voyage et s'assurer qu'ils avaient suffisamment d'essence pour se rendre à Allentown, malgré la crise d'essence qui sévissait aux États-Unis à l'époque. Elle était très enthousiaste à l'idée de se rendre à une conférence de l'association dont elle était membre et où elle devait être la modératrice. Le lundi 25 juin 1979, les forces de l'ordre de la région de Harrisburg, en Pennsylvanie, reçoivent un appel anonyme des plus inquiétants. Un homme signale qu'il a trouvé une voiture garée dans le motel Host Inn à Swatara Township, avec une femme malade à l'intérieur du coffre. La police se rend sur place et découvre avec horreur que la voiture appartient à Suzanne Gallagher. Les agents brisent l'ouverture du coffre et trouvent le corps sans vie de Suzanne, vêtue seulement de sa peau. Elle avait apparemment été maltraitée et positionnée de manière grotesque, comme si son meurtrier avait agi avec une violence insoutenable. Mais qu'en est-il des enfants ? La police enquête intensement sur leur disparition, espérant qu'ils ont été laissés en sécurité avec une babysitter ou des amis de la famille. Mais les recherches sont infructueuses. Les enfants sont introuvables et la police craint le pire. Mais où sont passés les enfants de Suzanne Gallagher ? Et surtout, pourquoi ont-ils mystérieusement disparu avec leur mère ? Face à cette situation inquiétante, l'officier de police John Holtz déclare avec espoir au Philadelphia Inquirer : « Nous espérons qu'ils sont chez un ami. Nous en doutons beaucoup, mais nous espérons. » Malheureusement, les heures s'écoulent et les enfants restent introuvables. Pendant ce temps, l'autopsie révèle que la mort de Suzanne a été causée par suffocation. Mais des examens approfondis révèlent une autre condition. La présence d'une dose mortelle d'un opiacé,
probablement de la morphine, et d'une quantité extrêmement élevée de butabalbital, une autre substance qui indique fortement qu'elle a été droguée avant sa mort. C'est le début d'une enquête longue et complexe pour découvrir la vérité sur la mort de Susan Gallagher et la disparition de ses enfants. Dans ce mystère tragique et réel, il est important de connaître les personnages clés qui y sont impliqués. Parmi eux, William Sidney Bradfield Jr., surnommé Bill, c'est un des plus importants. Mais qui est-il et quel est son lien avec l'affaire de Susan et de ses enfants? Bill est né le 11 février 1933 de William Sidney Bradfield Sr. et Nora E. Watson. Son père était cadre moyen et sa famille a déménagé dans la région de Philadelphie où Bill a passé la majeure partie de sa vie. En 1955, il obtient un diplôme en philosophie au Haverford College et continue à fréquenter plusieurs écoles post-universitaires, dont la Villanova St. John's College et le West Chester State College. En 1964, il obtient une maîtrise en anglais et commence à travailler pour la Upper Merion High School, à peu près à la même époque. En 1979, il a 46 ans, est un homme extrêmement cultivé, doté d'un caractère charismatique et raffiné. Il est enseignant d'anglais au lycée, où il a acquis une place influente et respectée, tout comme notre Suzanne. Ils ont tous les deux une excellente formation culturelle et sont très connus dans cet établissement. Bill est également à la tête de plusieurs initiatives et groupes, étant le président du département d'anglais et le président élu du syndicat des enseignants. À ce stade, il faut souligner que Bill avait déjà connu de mariages ratés qui ont donné naissance à 3 garçons, dont il ne prenait aucun soin. Depuis des années, il avait décidé de ne plus s'engager sérieusement avec les femmes et préférait multiplier les aventures, parfois durables, avec des femmes de tous horizons. Il avait également ciblé plusieurs de ses collègues, dont l'une d'entre elles a enseigné avec lui pendant un certain temps et était fascinée par cet homme. La femme, dont le mariage était ruiné, affirme que Bill était l'une des personnes les plus brillantes qu'elle ait jamais rencontrées. Il était impliqué avec 3 ou 4 autres femmes en même temps qu'il la voyait, mais il les présentait comme étant insignifiantes. Bien que la nouvelle de son comportement libertin se soit répandue dans tout l'établissement, cela n'a pas empêché les femmes d'être attirées par son intelligence et son éloquence. En effet, Bill avait un effet hypnotique sur les femmes, y compris sur notre Suzanne. L'une des nombreuses conquêtes de l'homme a déclaré que Bill était une personne articulée, apparemment érudite. Suzanne appréciait les personnes hautement instruites, cultivées, et il était plus semblable à lui que quiconque d'autre qu'elle n'avait jamais connu. Elle croyait qu'il avait un système de valeurs similaire au sien, un intérêt pour la connaissance, l'enseignement, la beauté et toutes ces choses. Il est important que vous sachiez que Bill a de grands défauts. Il ment et il profite des gens. Pendant qu'il était avec Suzanne, il avait des relations avec d'autres femmes. Évidemment, en tant que manipulateur, il cachait cela à Suzanne et se concentrait de plus en plus sur elle pour une raison précise. L'argent. Dans les semaines qui ont précédé la découverte du corps de Suzanne, Bill Bradfield est miraculeusement devenu le bénéficiaire de beaucoup d'argent. Il a reçu une police d'assurance vie de 500 000 $ et une autre police d'assurance d'une valeur de 160 000 $ dans une autre banque de New York. Comment a-t-il pu obtenir telle somme? Eh bien, c'est Suzanne elle-même qui a choisi ces montants. Elle a même modifié son testament ce printemps-là, en laissant tous ses biens à Bill. En fin de compte, les polices d'assurance s'élèvent à 660 000 $, sans compter l'héritage. Vous vous souvenez quand Suzanne a perdu sa mère? Eh bien, sa mère lui a laissé 30 000 $ en espèces et 200 000 $ en propriété. En fin de compte, nous pouvons dire que Bill est devenu millionnaire après la mort de sa maîtresse. Mais si nous regardons le testament, nous découvrons que la modification faite pour Bill remonte à 1 mois avant la disparition de Suzanne. Ces fonds devaient initialement être attribués à Karen et Michael, les enfants de Suzanne. Mais elle avait changé d'avis. Et c'est là que toute l'affaire commence à devenir suspecte. Les finances sont au centre de l'histoire de Suzanne et Bill. Avant sa mort, Suzanne retire une somme importante de ses comptes bancaires, soit 25 000 $, la plupart de son héritage. Elle avait prévu d'investir ses fonds dans des investissements à haut rendement, gérés par son petit ami, Bill, qu'elle désignait comme son futur mari. Bill avait la permission de gérer les finances de Suzanne et lui avait promis que ces investissements produiraient suffisamment de gains pour financer leur mariage et leur déménagement en Angleterre. Mais cette gestion financière étrange ne s'arrête pas là.
Lorsque les enquêteurs ont commencé à enquêter sur la disparition de Suzanne, ils ont examiné sa voiture et fouillé sa maison à la recherche de réponses. C'est alors qu'ils ont trouvé des actions et des obligations fausses envoyées par Bill. Il les avait contrefaites et vendues via des sociétés qui n'existaient pour la plupart pas. Cette fraude a complètement assombré l'image de Bill aux yeux des enquêteurs. Il est clair que l'argent était un facteur clé dans la relation entre Suzanne et Bill. Suzanne avait retiré une somme importante d'argent et avait confié sa gestion à Bill, qui avait en quelque sorte manipulé les finances de sa compagne. Le fait qu'il ait contrefait des actions et des obligations fausses ne fait qu'ajouter à la suspicion pesant sur lui. Les enquêteurs se demandent maintenant s'il ne les a pas tués pour ne pas mettre la main sur cet argent. Le personnage de Bill semble coller parfaitement avec celui du présumé meurtrier de la femme. Le mobile est présent, mais les spéculations doivent s'arrêter, car l'homme possède un alibi solide. En effet, le week-end de la disparition de la femme, Bill se trouvait à Cape May, dans le New Jersey. Des témoins confirment son emploi du temps, notamment des collègues enseignants tels que Vincent Valaitis, le remplaçant de Bill, Christopher Pepaz et Susan Myers, l'une de nombreuses maîtresses de l'homme. Vincent et Suzanne habitaient le même complexe d'appartements que Bill, à l'exception de Christopher Pepaz, mais nous reviendrons sur ce cas plus tard. Toutefois, ni la presse ni les enquêteurs ne sont convaincus par cette version. Mais Bill n'est pas le seul suspect dans cette affaire. Il y a un deuxième suspect. Mais pourquoi le directeur d'école est-il impliqué dans cette histoire? Quel est son lien avec Bill et Suzanne? Les enquêteurs se penchent sur le passé de J.C. Smith et découvrent des informations surprenantes. En plus de sa carrière réussie, Smith avait une face cachée plus sombre. En effet, il était arrêté pour avoir agressé sexuellement plusieurs de ses étudiantes, mais a réussi à éviter la prison grâce à des contacts influents. Les rumeurs disent même qu'il était protégé par des membres de la police et du gouvernement. Avec cette nouvelle information, les enquêteurs commencent à soupçonner que Smith pourrait être lié à la mort de Suzanne. Ils découvrent que Smith et Bill étaient des très bons amis, ayant même voyagé ensemble à l'étranger. De plus, Smith a été aperçu près du lieu de la disparition de Suzanne le soir où elle a disparu. Mais les preuves contre Smith sont encore insuffisantes pour l'inculper. Les enquêteurs doivent continuer à creuser et à découvrir d'autres éléments qui pourraient le relier à la mort de Suzanne. L'enquête est loin d'être terminée et le mystère continue à s'accumuler autour de cette affaire. Malgré sa nature très réservée, Smith se sent très à l'aise avec Bill. Les deux hommes se voient souvent ensemble et semblent être des amis très proches, mais ils nient toute alliance à quiconque. Pourtant, pour Smith, leur lien est fort, mais en même temps il semble en avoir peur. Il ne retient pas cette ambiguïté dans une lettre écrite en octobre 1979 à la prison d'État de Dallas, où il écrit « J'ai vu William Bradfield comme un enseignant supérieur qui a une influence mystérieuse sur les étudiants les plus brillants et une grande partie du personnel. Il a également eu une influence inhabituelle sur les pouvoirs qui sont le bureau du surintendant et le conseil scolaire. Je le considérais comme quelqu'un à qui je devais faire attention. Le bureau du directeur n'est pas une île sans vent dans un océan académique calme. C'est un endroit turbulent avec beaucoup de vent qui souffle. Bradfield était un vent fort, pas amical, peut-être hostile, peut-être. Cependant, il y a d'autres aspects professionnels de la vie de Smith à mentionner. Bien qu'il ait été un personnage intégré par le passé, il ne semble pas être un bon directeur d'école. Il semble avoir assoupli toutes les règles pour les étudiants, augmentant ainsi rapidement le nombre de problèmes disciplinaires qui ont nui à l'intégrité de l'établissement. Son comportement est qualifié par beaucoup de bizarre. Le 19 août 1978, un an avant le décès de Suzanne, Smith est même arrêté sur le parking d'un centre commercial car il a été surpris avec un bonnet et 2 pistolets chargés en main, alors qu'il essayait de forcer l'entrée d'un véhicule. Une fouille de sa voiture, sur le lieu, a révélé 2 autres pistolets chargés, des silencieux faits maison, des pinces coupantes et de nombreux narcotiques illégaux. Le directeur d'école, qui a des liens troubles avec Bill et un comportement étrange, ainsi que des activités criminelles, apporte de nouveaux éléments à l'enquête sur la mort mystérieuse de Suzanne. La police est désormais sur la piste de J.C. Smith, le directeur d'école locale. Ils obtiennent un mandat de perquisition pour sa maison,
Et là, il découvre des objets illégaux encore plus choquants que prévu. Des preuves qui révèlent un comportement clairement problématique. Plus de 2 kilos de marijuana, une réserve de médicaments illicites, des armes à feu et des munitions sont trouvées, ainsi que des références à la bestialité. Pourquoi un directeur d'école peut-il faire de telles choses horribles? La réponse est troublante. Smith lutte pour surmonter le récent diagnostic de cancer de sa femme. Il abuse de drogue et d'alcool pour faire face à cette perte inévitable, ce qui l'a conduit à des comportements de plus en plus alarmants. Dans sa maison, des uniformes de garde de sécurité sont également découverts. Les enquêteurs relient ces uniformes à une série de vols à main armée, non résolus dès l'année précédente, où un homme s'était fait passer par une garde de sécurité de Brink et avait volé des dizaines de milliers de dollars. Malgré ses tentatives pour demander de l'aide à son ami Bill, qui témoigne en sa faveur, Smith est condamné pour toutes les autres accusations. Le comportement révoltant de cet ancien directeur a choqué la communauté locale et remet en question la sécurité de l'établissement qu'il avait dirigé. Un mois après la découverte de Susan, les enquêteurs découvrent des nouvelles informations surprenantes. Ils apprennent l'existence de la relation secrète entre Susan et Bill, ainsi que des liens dangereux entre ces derniers et le directeur d'école arrêté. Lors de l'enquête, Bill présente un alibi confirmé lors du meurtre de Susan, mais Smith, quant à lui, pourrait avoir un alibi moins solide. En effet, le jour où le corps de Susan était découvert, Jay Smith se livrait aux autorités pour les crimes dont nous avons déjà parlé. Il avait été condamné à 5 ans de prison, qui ont été ensuite augmentés à 16 ans. Smith s'est rendu aux autorités de Harrisburg environ 5 heures après la découverte du corps, à quelques kilomètres de distance. Pendant ce temps, que faisait-il? Avant sa condamnation à 16 ans, il était un homme libre, car sa caution avait été payée. Les enquêteurs se demandent alors ce qu'il faisait au moment où Susan est décédée. Lors d'un interrogatoire, les enquêteurs posent cette question à Smith, mais il n'est pas en mesure de répondre. Il prétend de ne pas s'en souvenir. Cela ne fait qu'augmenter les doutes des enquêteurs, d'autant plus qu'ils ont découvert le lien entre Smith et Bill. Ils soupçonnent que Bill, le petit ami de Susan, et bénéficiaire de cette somme d'argent exorbitante, aurait convaincu Smith de commettre le crime avant de se livrer aux autorités dans la même ville. Bill n'aurait pas fait grand-chose, tandis que Smith aurait été le bras armé de l'opération. Peut-être que Bill lui aurait promis une part de l'argent une fois le travail accompli, ou l'aurait libéré de prison, voire l'aurait aidé avec sa femme atteinte de cancer. La théorie qui avait été élaborée par les enquêteurs sur le meurtre de Susan semblait solide, mais il manquait une preuve physique pour l'étayer. Bien que le testament puisse sembler être une preuve, il ne prouvait rien quant à la participation de Bill Smith au meurtre. Cependant, l'apparition d'une peigne dans la voiture de Susan allait tout changer. Le peigne en question portait l'inscription 79e Army Reserve Command. Bien que la présence d'un peigne dans la voiture de Susan ne soit pas une preuve en soi, le fait que cette unité soit la même que celle où Smith avait servi en tant que colonel a mis la puce à l'oreille des enquêteurs. Le peigne appartenait-il à Smith? Et si oui, que faisait-il dans la voiture de Susan? Malheureusement, Smith était déjà en prison pour d'autres crimes, et Bill avait déménagé à Santa Fe pour suivre des cours d'été. Il refusait de parler de l'affaire et communiquait uniquement par l'intermédiaire de son avocat. Les enquêteurs n'avaient donc pas d'autre choix que de demander l'aide de l'FBI pour enquêter sur les liens hors de l'état de l'affaire. Cela ajoutait une nouvelle dimension à l'enquête et posait des questions inquiétantes. Pourquoi Smith avait-il un peigne dans la voiture de Susan? Était-ce une coïncidence ou était-il impliqué dans le meurtre de la jeune femme? Les réponses à ces questions étaient encore loin d'être claires, mais les enquêteurs étaient déterminés à trouver la vérité. L'affaire est sur toutes les lèvres et les médias ne cessent d'en parler. L'histoire est devenue un mystère palpitant, avec une enseignante décédée et ses enfants portés disparus, une relation secrète avec un homme qui avait déjà plusieurs femmes, de l'argent en jeu et un directeur d'école arrêté. Tous les ingrédients d'un véritable drame criminel. Mais les choses ne s'arrêtent pas là. En août, le Philadelphia Bulletin commence à répandre des rumeurs selon lesquelles Susan aurait été impliquée avec des adorateurs du diable. Selon le journal, ces derniers seraient des professionnels intellectuels et utiliseraient même des animaux pour des pratiques sexuelles.
des spéculations absurdes qui ne se sont pas étayées par les faits. Malgré les démentis des enquêteurs, les théories les plus farfelues continuent à circuler. Il semble que rien ne puisse arrêter la machine médiatique qui s'emballe. L'affaire Susan Rainer continue d'alimenter les discussions, de susciter la curiosité et l'effroi. Les deux principaux suspects ne sont pas accessibles pour des raisons légales. Les enquêteurs décident alors de poursuivre leur travail en collectant encore plus de preuves pour les présenter devant un jury. En septembre 1979, les membres de l'équipe d'enquête fouillent le complexe d'appartements où habitent Bill, Susan Myers et Vincent Valaitis. Ils ont de la chance car ils reçoivent un tuyau anonyme d'un homme qui leur explique où se trouve le corps de 2 enfants de Susan. Il leur indique une fosse peu profonde entre le complexe d'appartements et un point de repère à quelques kilomètres dans la forêt. Près de ce complexe d'appartements se trouve en effet un bosquet. Mais malheureusement, cette recherche ne donne aucun résultat. Cependant, les enquêteurs sont persuadés d'avoir suffisamment de preuves pour poursuivre leur enquête de manière encore plus décisive. À la fin de septembre, ils convoquent un grand jury, une sorte de pré-procès pour examiner les preuves et entendre les témoins pour décider s'ils doivent ou non poursuivre l'affaire. De nombreuses personnes qui ont contribué à l'enquête sont appelées à témoigner. Certaines parlent sans problème, tandis que d'autres ne souhaitent témoigner qu'à certaines conditions. Les enquêteurs savent qu'ils sont sur la bonne voie pour trouver le coupable. Quelqu'un a peur de parler publiquement, ce qui laisse présager que les enquêtes ont touché des points sensibles. Ils peuvent maintenant passer à l'étape suivante. Nous sommes à la fin de l'année 1979 et entrons dans les années 80. Bill Bradfield est impliqué dans une action civile intentée au nom de Susan par son frère et son ex-mari. Mais le 20 février 1981, la police arrive finalement chez Bill à Downingtown, en Pennsylvanie, et l'arrête pour 2 chefs d'accusation de vol et une seule charge de conspiration. Wendy Ziegler, une ancienne élève de Bill, est également impliquée. Elle est accusée de co-conspiration. Cette jeune femme de 20 ans fréquente une université en Californie et serait devenue un autre intérêt romantique de Bill après l'obtention de son diplôme d'études secondaires. Cet homme semble être incapable de se passer des femmes. Libéré sous caution le lundi suivant, Bill doit témoigner devant le tribunal du comté de Delaware pour rendre compte des fonds manquants. Les 25 000 $ que Susan a retirés quelques jours avant sa mort, des actions et obligations frauduleuses et du lien avec l'ancien directeur Smith. En effet, bien que Bill soit le bénéficiaire de l'argent de Susan, il doit encore obtenir l'homologation en raison des enquêtes pénales en cours. Il n'aurait pas vu un centime s'il n'avait pas témoigné. Mais déjà à l'époque, bien avant ce procès, il avait utilisé son avocat pour se défendre contre les déclarations. Et en mars 1980, il répète la même pratique. Il refuse de répondre à toute question, renvoyant la question à son conseiller juridique. Ce dernier refuse à juste titre d'admettre que son client ait pris l'argent de Susan, mais se montre prêt à négocier un accord avec l'État afin de résoudre la question et de revoir le testament. Bien que Bill Bradfield ait finalement parlé aux enquêteurs, il continue de nier toute implication sentimentale avec Susan Reinhardt, ainsi que tout lien avec les intrigues financières. Il se décrit comme un simple conseiller de la victime, dont il est devenu le bénéficiaire malgré lui. Cependant, les témoins à charge ne sont pas du tout d'accord avec cette version des faits. Selon eux, Susan était une personne très attentive à ses finances, qui avait même demandé conseil à son frère de 1978 sur la façon d'investir son argent. De plus, la victime avait confié des détails de la relation avec Bill à sa psychologue, Rose Weinberger. Des notes prouvant cela ont été retrouvées. Tout cela laisse penser que les déclarations de Bill sont fausses et qu'il tente de dissimuler quelque chose. Mais ce n'est pas tout. La déposition de Christopher Pepaz, le remplaçant de Bill présent lors du week-end hors de la ville, est accablante pour Bill. Christopher Pepaz affirme avoir été au courant de l'argent que Susan avait donné à Bill et avoir même été présent lorsqu'ils ont compté l'argent en billets de 50 et 100 $. Bill aurait même tenté d'effacer leur empreinte digitale sur l'argent, suggérant qu'il avait quelque chose à cacher. Il aurait ensuite demandé à Pepaz de mettre le reste de l'argent en sécurité dans un coffre-fort à son nom, chez une banque à Westchester. Seules 2 autres personnes ont accès à ce coffre-fort, Bill et sa jeune petite amie, Wendy Ziegler.
Toutes ces révélations laissent supposer que Bill est bien plus impliqué dans l'affaire Reinhardt qu'il ne veut bien le dire. Les enquêteurs vont devoir fouiller plus en profondeur pour découvrir toute la vérité sur cette affaire mystérieuse. Le procès de Bill touche à sa fin, mais les révélations ne cessent de s'accumuler. Christopher Pepaz, l'un des plus proches amis de Bill, témoigne et révèle que lui et Bill ont quitté la ville ensemble le jour où le corps de Susan a été découvert. Pepaz affirme qu'il était au courant des transactions financières de Bill, ainsi que de la boîte de sécurité contenant des milliers de dollars. Il accuse la petite amie de Bill, Wendy Ziegler, d'avoir vidé la boîte en septembre 1979. Mais le jury et les juges sont de plus en plus convaincus du lien émotionnel entre Bill et Susan. James McAllen, le directeur de la banque de Susan, affirme qu'elle semblait sous pression lorsqu'elle a retiré plus de 25 000 $ entre février et mars 1979. Cependant, il n'y a toujours pas de réponse pour les dollars manquants, tout comme pour la disparition des enfants. Le verdict tombe enfin, et Bill est déclaré coupable de vol de 25 000 $ à Susan. Mais il ne reste pas sanctionné pour une peine définitive et autorisé à rentrer chez lui. Cependant, le procureur du comté du Delaware craint que Bill ne quitte le pays et demande au juge d'augmenter sa caution. Le débat sur la peine maximale de 7 ans commence, mais les critères doivent encore être établis, car le meurtre de Susan n'a pas été reconnu. Le mystère plane toujours sous ces dollars manquants et la disparition des enfants. Que s'est-il réellement passé ? Vers la fin de l'année 1981, l'enquête sur le meurtre de Susan est reprise par le procureur général de l'État de Pennsylvanie, Leroy Zimmerman. Il est déterminé à faire toute la lumière sur cette affaire et à résoudre le mystère qui entoure la disparition de Karen et Michael, les enfants de Susan. C'est un cas difficile et complexe qui nécessite un effort coordonné entre les différentes forces de l'ordre de la région. Zimmerman supervise personnellement l'enquête, une première pour un cas comme celui-ci à l'époque. Il réexamine toutes les informations, déclarations et preuves recueillies jusqu'à présent et oblige la justice à convoquer un deuxième grand jury. Cette fois-ci, les anciens suspects et témoins sont réentendus. Pendant ces nouvelles enquêtes, Zimmerman explique lors d'une conférence de presse que l'affaire implique plusieurs juridictions, car Susan avait pu être enlevée, tuée et son corps abandonné dans des endroits différents. En outre, la disparition des enfants soulève trop de questions juridiques. On décide alors de déclarer les 2 enfants assassinés le même week-end que leur mère, même si cela n'avait pas encore été vérifié. Cette position facilite la collaboration entre plusieurs juridictions. Le suspense est à son comble dans cette affaire qui continue de défrayer les chroniques dans toute la région de Main Line, en Pennsylvanie. Les proches de Susan sont sous le choc. Bill Bradfield, son compagnon secret, est libéré malgré les accusations de vol et l'attente de condamnation. Mais avec son grand caractère déjà connu, il ne perd pas de temps et fait appel à l'aide de ses avocats. Ces derniers remettent en question l'accusation et déclarent qu'il n'y ait pas suffisamment de preuves pour le condamner. Bill est donc innocent selon eux. Cependant, la justice le condamne à une peine de 2 ans et 4 mois de détention et double sa caution à 150 000 $ car il aurait menacé Susan Myers, l'une de ses nombreuses maîtresses qui avait témoigné contre lui. Bien que les enquêteurs sachent que Bill est dangereux, quelqu'un d'autre paye sa caution. Joan Aitken, une autre conquête de l'homme, qui s'installe avec lui après sa libération. Malgré cela, un peu de justice a été rendue, car Bill a été contraint de renoncer à sa part du testament. La somme d'argent incroyable passe directement au frère de Susan, Patrick, qui ne touche même pas un centime. Il la dépose dans un fonds secret jusqu'à ce que les enfants soient retrouvés, afin de leur remettre. Cependant, quelque chose se passe en décembre 1982. La police reçoit une information d'un informateur anonyme qui leur indique que les corps de Karen et Michael ont été placés dans le coffre d'une Lincoln Continental qui était conduite dans une carrière profonde du comté de Chester en Pennsylvanie. Les enquêteurs se rendent immédiatement sur les lieux et trouvent effectivement le véhicule immergé dans cette carrière. Mais il n'y a aucune trace de corps des enfants. C'est un nouveau rebondissement dans l'affaire qui laisse les enquêteurs perplexes et les proches de Susan dans l'attente d'une conclusion à cette tragédie. Le matin du 6 avril 1983, un événement majeur se produit. William Bill Bradfield est arrêté par les forces de l'État de Pennsylvanie et présenté devant la cour. Après avoir été jugé, il est de nouveau arrêté.
Mais que s'y passe-t-il? Selon Zimmerman, un détenu nommé Proctor Noel aurait fait une confession contre Bill. Les deux hommes étaient détenus ensemble dans une prison dans le comté de Delaware. Noel n'a rien à gagner en témoignant contre Bill, mais il dit que lors d'une partie d'échecs, Bill lui aurait avoué son implication dans ces meurtres. Bill affirme que tout était destiné à Suzanne, mais que quelque chose a mal tourné et que les enfants n'étaient pas censés mourir. Selon Noel, Bill était présent lors des meurtres. Cette confession remet en cause l'alibi de Bill. Des témoins ont affirmé qu'il était hors de la ville ce week-end-là, mais il y avait une interruption inexplicable de plusieurs heures le vendredi soir, le jour du départ de Suzanne. Que faisait Bill pendant ces heures? Personne ne peut le dire. Lorsque Bill est rentré chez lui vers 23h30, il a rencontré Susan Myers et Vincent Valaitis, les témoins qui lui ont donné un alibi. Mais lors d'une nouvelle série d'interrogatoires, des informations inédites sont révélées. Valaitis décrit Bill comme agité et pressant pour partir. Bill aurait utilisé ces personnes pour se construire un alibi parfait. Ces révélations ont conduit à une nouvelle arrestation de l'homme. Les enquêteurs sont déterminés à découvrir toute la vérité sur les meurtres de Suzanne, Karen et Michael. Mais l'enquête est loin d'être terminée. Le deuxième grand jury a été long et difficile, mais a finalement porté ses fruits. Les trois amis de Bill, Valaitis, Myers et Pepas, ont finalement cédé et ont témoigné contre leur ami commun. Ils ont déclaré que Bill avait exprimé des remords sur le sort de Suzanne le week-end où elle avait été tuée. En fait, ils ont révélé que Bill avait commencé à appeler ce week-end le week-end de l'alibi, car il cherchait à se couvrir. Ces témoins avaient déjà commencé à craindre pour leur propre sécurité, craignant que Bill ne les expose s'il parlait. Cependant, grâce à leur courage, la vérité est enfin sortie. Bill les avait menacés physiquement, mais cela n'a pas suffi à les faire taire. La confession de ces témoins a permis de briser l'enchantement sous lequel ils avaient vécu pendant des années. Ne se laissant plus tromper par la nature charismatique de Bill, ils ont enfin compris qu'il était un meurtrier et qu'il était temps de le faire payer. Le grand jury a été satisfait de ces révélations et le procès peut maintenant reprendre. La culpabilité de Bill est maintenant évidente et il devra répondre de ses crimes devant la justice. Les familles des victimes ont enfin l'espoir de voir la justice être rendue pour Suzanne, Karen et Michael. Après avoir enregistré les nouvelles révélations, Bill est de nouveau amené devant le jury. Tout le monde le harcèle. Il demande alors à être représenté par un avocat commis d'office, faute de moyens financiers. Quelques semaines plus tard, en juin 1983, il plaide non coupable. L'avocat de Bill, Joshua D. Locke, prépare sa défense. Et il commence avec ces mots. « Ce que vous allez entendre est une histoire bizarre, probablement différente de celle vécue par chacun d'entre nous. C'est presque un desservice pour la langue anglaise de caractériser cette affaire comme bizarre. Ce mot n'est pas suffisant. L'accusation demande la peine de mort pour l'homme, tandis que la défense affirme que toute l'affaire repose sur des témoignages et non sur des preuves réelles. C'est vrai, mais ces témoignages posent des problèmes. En particulier, celui de Mary Gove, la voisine âgée de Suzanne. Dans ce deuxième procès, la voisine devient rapidement l'une des témoins les plus importants de toute l'accusation. Mary se souvient que Bill était une présence constante chez Suzanne, surtout entre décembre 1978 et la semaine de la mort de la femme. Il est important de noter que c'était la période de temps liée à l'héritage que Suzanne avait reçu de sa défunte mère. Mary, qui était l'une des dernières personnes à l'avoir vue vivante avec ses enfants, les a remarqués dans la cour de la maison quelques minutes avant de partir vers 21h ce vendredi 22 juin 1979. Le procès de William Sidney Bradfield Jr. s'est déroulé avec de nombreuses surprises. Malgré ses déclarations précédentes, selon lesquelles il n'était pas lié à Suzanne, les déclarations de Mary et d'autres proches de la victime ont établi une continuité entre eux. Même la déposition de son compagnon de cellule, Noel, n'a pas permis à la défense de répliquer « Noel, n'essayons pas de chercher la clémence ». Un autre détenu, Arnold Winder, a également été appelé à témoigner et a affirmé que Bill lui avait confessé son implication dans l'affaire et son désir de tuer ou de faire assassiner des témoins.
Les amis et collègues de Bill, qui avaient tant vénéré l'homme, ont également témoigné, confirmant les dires des autres témoins et discréditant aussi Bill. Le jury a été si convaincu par les témoignages qu'il n'a pas perdu de temps pour délibérer. Finalement, après 3 semaines de procès, le 28 octobre 1983, William Sidney Bradfield Jr. a été à nouveau inculpé de meurtre au premier degré, ainsi que de 3 chefs d'accusation de complot en vue de commettre un meurtre. Il risquait la peine de mort ou la prison à perpétuité, mais la décision finale était entre les mains du juge Isaac Garb. C'est le moment du verdict pour Bill, le dimanche 30 octobre. Tout le monde est convoqué pour entendre la décision du juge Garb, qui affirme que le jury n'a pas fourni des preuves de circonstances aggravantes qui auraient pu justifier la peine de mort. Bill esquisse un sourire, mais celui s'efface aussitôt en entendant la véritable sentence, la prison à perpétuité. Au cours de l'année suivante, Bill tente de faire appel de sa condamnation, affirmant qu'il n'a pas eu un procès équitable dans le comté de Dauphin et que le jury avait favorisé l'accusation. Mais ces 2 demandes sont rejetées en décembre 1984 et sa condamnation est confirmée une nouvelle fois. En février 1985, il est décidé qu'il purgerait chacune de ces 3 peines de prison à perpétuité, l'une après l'autre. Ainsi, l'homme passera le reste de sa vie derrière les barreaux. Bill est désormais reconnu officiellement comme criminel, détesté par tous ses amis, ses amants et les anciens collègues. La presse, elle, n'épargne aucun détail, décrivant l'affaire de la manière la plus sensationnaliste possible et réduisant la dignité de cet homme à un monstre sans scrupules. Malgré cela, personne ne sait où se trouvent les corps des enfants et s'ils sont réellement décédés. Le présumé co-conspirateur qui aurait aidé Bill à se débarrasser des preuves reste donc mystérieux. Bien que la réponse semble évidente avec Smith, étant donné tous les précédents, cela n'a pas été confirmé. Zimmerman a fait un excellent travail dans cette affaire, mais il reste encore beaucoup à faire pour trouver des réponses et résoudre ce mystère qui plane sur cette affaire sordide. Bien que Smith purge déjà une peine pour des crimes antérieurs, la raison de sa collaboration avec Bill demeure floue. Si Bill a été poussé par l'appât du gain, quel était le mobile de Smith? Bien qu'il existe des preuves liant Smith à la femme, pourquoi était-il présent à cet endroit? Quel rôle a-t-il joué dans cette affaire? Les enquêteurs ont donc cette dernière pièce du puzzle à assembler pour résoudre l'affaire. Des informations supplémentaires sur le passé des Smith émergent, bien que secondaires et sans grande importance. Cependant, elles permettent de mieux cerner la personnalité de cet homme atypique. En remontant dans les années 70, la femme de Smith, Stéphanina, est atteinte d'un cancer agressif et doit se rendre régulièrement à l'hôpital. Elle décide de tenir un journal pour noter les comportements étranges de son mari. Vous vous souvenez? C'est à cette période que l'ancien directeur commence à s'adonner à des activités obscènes et à consommer des drogues illégales. Jay Smith, l'ancien directeur, n'est pas étrange aux mystères et aux disparitions étranges. Cette fois, c'est sa propre famille qui est touchée. Sa fille, qui a quitté la maison depuis longtemps, est revenue vivre avec son mari, Edward Hansenberg, chez son père en Pennsylvanie. Mais la cohabitation est difficile et tendue. Edward et Stephanie souffrent de toxicomanie et travaillent dans des milieux peu recommandables. Puis, en 1978, les jeunes mariés disparaissent mystérieusement. Tout indique qu'il ne s'agit pas d'une fuite volontaire, car ils ont laissé tous leurs effets personnels chez Jay Smith. Les enquêteurs découvrent que leur dernière apparition date de leur visite aux parents d'Edward au pays des Galles du Nord. Depuis ce moment, ils ont simplement disparu. Les rumeurs vont bon train sur ce qui aurait pu leur arriver. Certains parlent de gangs locaux, d'autres de trafiquants de drogue ou encore de la mafia. Mais les enquêteurs sont déterminés à découvrir la vérité en suivant toutes les pistes possibles. Les soupçons se portent sur la famille de Smith, mais rien ne permet d'étayer cette hypothèse pour le moment. L'affaire reste donc non résolue, laissant la famille Hansberg sans réponse sur le sort de leurs proches. N'oublions pas que cet Edward est en liberté conditionnelle et il devait avoir un rendez-vous avec son responsable plus tard dans les mois. Les autorités ont alors décidé de contacter la dernière personne avec qui Edward avait été en contact, et c'était justement Smith. Ce dernier a accepté de raconter sa version des faits, expliquant que sa fille et son gendre avaient probablement quitté la Pennsylvanie pour la Californie en raison des problèmes d'argent, peut-être une dette envers un dealer local.
Ce qui est vraiment tragique, c'est que personne n'a remarqué la disparition d'Edward et de Stephanie, car ils vivaient déjà comme des vagabonds depuis si longtemps. Leurs amis et leur famille n'étaient pas conscients du fait qu'ils pourraient être en danger, et ils n'étaient pas conscients non plus de ce qui pourrait leur arriver. Pendant ce temps, Smith a été arrêté pour tentative de vol de voiture, jugé et condamné. Mais cela ne suffit pas à dissiper les inquiétudes des enquêteurs qui continuent à creuser pour découvrir ce qui est vraiment arrivé à Edward et Stephanie. Les enquêteurs se retrouvent face à une révélation majeure dans l'affaire qui pourrait mettre fin à des années de mystère. Les preuves accumulées jusqu'à présent indiquent que Jay Smith, l'ancien directeur, pourrait bien être l'auteur des meurtres de Susan Reinert. En effet, des cheveux et des fibres de tapis retrouvés sur le corps de la victime correspondent à ceux trouvés dans la maison de Smith. Ces découvertes pourraient bien être la clé pour résoudre les crimes et confirmer les soupçons qui pèsent sur Smith depuis le début des enquêtes. Les enquêteurs se mettent donc en quête de preuves supplémentaires pour étayer leur théorie. Finalement, après des années d'enquête et des spéculations, la justice rattrape Smith. Le 25 juin 1985, il est arrêté et accusé de meurtre au premier degré. L'affaire, qui a déjà atteint une immense popularité sur le territoire, est maintenant en pleine expansion, avec les journalistes qui ne cessent de demander de nouvelles aux personnes impliquées. Jay Smith, qui est déjà en prison, est placé en garde à vue temporaire avant d'être transféré dans une autre structure, où il peut comparaître régulièrement devant le tribunal. Cependant, alors qu'il est escorté, Smith est entouré de dizaines de journalistes qui le bombardent de questions. Il leur répond avec un ton calme. « Je n'ai rien à voir avec le meurtre de Susan et de ses enfants. » Cela ne fait qu'alimenter la haine de ses opposants, qui ne manquent pas de souligner la confession en prison qui démontre sa culpabilité. Zimmerman s'occupe également de ce troisième procès et rapporte comment Smith a déclaré à l'un de ses compagnons de détention « J'ai tué cette chienne ». Les preuves semblent suffisantes. Le troisième grand jury est prêt à continuer avec le procès réel. La procédure est similaire, voire identique à celle de Bill, avec des preuves circonstancielles et non circonstancielles examinées pour accuser Smith du meurtre de Susan. Les cheveux et les fibres de tapis, apparemment, sont à nouveau analysés de manière plus approfondie, mais les résultats ne correspondent pas de manière précise à ceux trouvés dans la maison de l'accusé. La suite du procès va-t-elle révéler la vérité sur la culpabilité ou l'innocence de Jay Smith selon vous? Eh bien, après une analyse minutieuse, le peigne bleu trouvé sur le corps de Susan est devenu la preuve la plus convaincante pour lier Jay Smith à l'affaire. Le peigne portant l'inscription 79e Army Reserve Command, l'unité de réserve de l'armée de Smith. Bien que certains croient encore que c'est une coïncidence, la majorité de la salle est convaincue de son implication. Cependant, les preuves les plus accablantes restent les témoignages. Comme pour Bill, de nombreux témoins témoignent contre Smith, qui était directeur d'école et donc très connu. Les témoins ne sont pas les seuls à venir témoigner contre lui. Deux détenus, Raymond Martret et Charles Manson, ont également apporté des informations sur ce qu'ils savaient de Smith et de ce qu'il avait dit en prison. Avec plus de 90 témoins et plus de 110 preuves présentées, le jury a délibéré pendant 3 semaines avant de déclarer Smith coupable des 3 chefs d'accusation de meurtre au premier degré. Il a été condamné à mort sur la chaise électrique. Pourtant, il reste une question essentielle sans réponse. Que s'est-il passé aux enfants de Susan? Ont-ils tué? Et si oui, où sont leurs corps? C'est une question qui hante toujours les enquêteurs et la famille de Susan, et qui laisse planer une certaine mystère sur cette affaire. Joseph Wambaut, un célèbre auteur, a assisté à tout le procès et a retranscrit toute l'histoire dans un livre intitulé Echoes in the Dark. Malgré le fait que le livre a été publié avant l'accusation et la condamnation officielle de Smith, l'homme était déjà très favorable à la déclaration de culpabilité de l'ancien directeur. Selon lui, Smith est le véritable meurtrier de Susan et de ses enfants. L'écrivain s'est tellement plongé dans l'histoire qu'il a présenté Smith comme le cerveau criminel derrière le meurtre, allant jusqu'à le décrire comme un sociopathe aux yeux de chèvre. La description détaillée de l'affaire a été utilisée pour créer une série télévisée qui a été diffusée après dans tout le pays. Pendant ce temps, Jay Smith a continué de clamer son innocence. Il a fait appel de sa condamnation pendant plusieurs années, allant même jusqu'à demander un nouveau procès en citant la mauvaise conduite de l'accusation. Toutes ces demandes ont été rejetées
et en 1987, il était formellement condamné à mort. Jay Smith, l'ancien directeur d'école condamné à mort pour le meurtre de Susan Reinert et de ses 2 enfants, continue de clamer son innocence, affirmant avoir été piégé par Bill. Cependant, en 1989, des lacunes judiciaires sont réellement découvertes dans l'affaire, qui a fait couler beaucoup d'encre. Tout d'abord, il est révélé qu'un agent avait caché des preuves à la défense pour défendre Smith contre les témoignages. Cet agent est identifié comme Jack Holtz et il a reçu un paiement de $50,000 de l'écrivain Joseph Wambaugh, l'auteur de Echoes in the Dark, pour obtenir des informations confidentielles à révéler dans son livre avant la fin du procès. Cet arrangement est non seulement illégal, mais il donne également du crédit aux supplications de Smith pour une réduction de sa peine. La Cour suprême de l'État de Pennsylvanie est alors appelée à intervenir pour réexaminer le cas de Smith. Elle annule finalement sa condamnation à mort et lui accorde un nouveau procès en décembre 1989. Le jugement affirme que les témoignages présentés lors du 3e procès étaient de convenance, basés sur des rumeurs, et ne constituaient pas de véritables circonstances atténuantes contre Smith. Cette décision donne un nouvel espoir à Smith et soulève de nouvelles questions sur le meurtre de Susan Reinert et de ses enfants. Le mystère de cette affaire ne semble pas encore avoir été résolu. Mais ce n'est pas tout. Préparez-vous pour cette nouvelle sensationnelle. La décision de la Cour suprême a également discrédité le procureur dans l'affaire, dirigé à l'époque par le vice-procureur général de Pennsylvanie, Richard Guida, qui admit avoir consommé de la cocaïne pendant son propre procès pour poursuivre les accusations contre Smith. Les révélations font trembler le public, qui se demande comment une telle conduite est possible dans un procès aussi important. Le 3e procès judiciaire de Jay Smith est encore plus compliqué et complexe que celui de Bill, mais grâce à ces preuves évidentes, Smith voit enfin une lueur d'espoir. En 1990, Jay Smith renonce à son droit à un procès rapide et décide plutôt de rester en prison jusqu'à ce que l'affaire soit complètement examinée par l'État et ses propres avocats, qui travaillent dur pour lui accorder une liberté permanente. 2 années passent pour un réexamen minutieux et une révélation approfondie. En 1992, la Cour suprême de Pennsylvanie découvre que non seulement l'accusation n'a pas mené l'affaire avec intégralité en utilisant des témoignages vagues, mais elle avait également retenu des preuves cruciales qui auraient pu être précieuses pour la défense. En septembre de la même année, la Cour suprême décide de se prononcer complètement à faveur de Jay Smith. Elle annule donc toute sa condamnation à mort, reprochant à l'accusation de ce 3e procès un comportement inapproprié. La décision de la Cour fait trembler l'Amérique, qui se demande comment un système judiciaire si prestigieux a pu faillir ainsi. Au cours des 2 décennies suivantes, l'État n'a pas réouvert cette affaire. Jay Smith est autorisé à vivre le reste de sa vie en homme libre, mais l'ombre de l'accusation injuste plane toujours sur lui. Tout d'abord, il est important de noter que le meurtre de Susan Gallagher a été un acte particulièrement violent et brutal. La façon dont elle a été tuée, avec une batte de baseball et étranglée, montre une grande rage et une grande colère de la part de l'agresseur. Cela peut suggérer que l'agresseur connaissait bien Susan et avait des sentiments intenses à son égard. En ce qui concerne la motivation du crime, il est difficile de savoir exactement ce qui a poussé l'agresseur à agir de la sorte. Cependant, il est possible qu'il y ait eu une relation compliquée entre Susan et l'agresseur. Peut-être que l'agresseur était obsédé par Susan ou qu'il avait des sentiments romantiques non réciproques pour elle. Il est également possible que l'agresseur ait ressenti de la colère ou de la frustration envers Susan, peut-être en raison des conflits ou des désaccords antérieurs. Il est important de noter que l'agresseur a également enlevé les 2 enfants de Susan, Karen et Michael. Cela suggère qu'il pourrait y avoir une autre motivation supplémentaire pour le crime, peut-être liée à la vengeance ou une tentative de faire du mal à Susan en lui prenant ce qui était le plus cher pour elle. Les psychiatres ont également noté que le criminel avait probablement des problèmes de contrôle de la colère et une faible tolérance à la frustration. Ce comportement impulsif peut expliquer pourquoi il a choisi de commettre un crime violent plutôt que de chercher d'autres moyens de résoudre ses problèmes. En ce qui concerne la véritable raison du crime, les experts ont proposé différentes théories. Certains ont suggéré que le criminel avait un désir sexuel ou une obsession pour Susan, qui a finalement conduit à sa mort violente. D'autres ont spéculé qu'il y avait un ressentiment, une jalousie envers la famille Gallagher,
peut-être en raison de leur richesse et de leur statut social élevé. Il y avait également eu des théories selon lesquelles le criminel avait des motivations plus sombres, peut-être liées à des croyances sataniques ou occultes, comme l'ont suggéré certaines des fausses rumeurs propagées à l'époque. Cependant, ces théories ont été largement discréditées et rejetées par les enquêteurs et les experts. Sur la base de l'analyse de la psychologie du criminel et du modus operandi du crime, il est difficile de conclure si J.C. Smith et William Bradfield sont les vrais assassins ou non. Il est possible que l'un ou l'autre ait été impliqué, mais cela reste purement spéculatif. Cependant, il convient de noter que le témoignage de Smith était la principale preuve à charge contre lui lors de son procès. Il a été condamné à mort à 2 reprises avant que sa condamnation ne soit finalement annulée. Il est donc possible que ses aveux aient été influencés par des pressions de la part des enquêteurs ou qu'il ait pu être manipulé pour prendre la responsabilité du crime. Quant à Bradfield, bien qu'il ait été impliqué dans le trafic de drogue et qu'il ait été en prison en même temps, il n'y a aucune preuve concrète qui le relie directement au crime. Cependant, il est possible qu'il ait eu des informations sur le meurtre et qu'il ait été impliqué d'une manière ou d'une autre. En la fin de compte, la véritable raison du crime reste un mystère et malgré les années d'enquête et les recherches, les réponses définitives sont toujours hors de portée. Le cas de Mainline Murders reste l'un des crimes les plus troublants et les plus complexes de l'histoire de la Pennsylvanie, laissant les enquêteurs et le public avec plus de questions que de réponses. Je suis profondément bouleversée par l'histoire de Mainline Murders. C'est un cas qui est non seulement triste, mais qui soulève également de nombreuses questions et réflexions sur le système judiciaire, la psychologie humaine et la moralité. Après avoir étudié les détails de l'affaire, je suis persuadée qu'il y a encore beaucoup de zones d'ombre à éclaircir. D'un côté, il y a les condamnations de J.C. Smith et William Bradfield, qui semblent avoir été obtenues de manière douteuse, avec des preuves peu fiables et des témoignages incertains. D'un autre côté, il y a les éléments troublants qui entourent les personnages clés de cette affaire, tels que Joseph Wamboth et Richard Guida, qui ont tous deux des comportements suspects. Malgré les décennies passées et les nombreux efforts pour résoudre ce mystère, il semble que les réponses à ces questions fondamentales continueront à échapper à ceux qui chercheront la vérité. De plus, la façon dont cette affaire a été gérée par le système judiciaire soulève de nombreuses questions sur l'intégrité et l'impartialité du système. Les erreurs commises par le procureur et les enquêteurs ont mis en danger la vie de Chase Smith, qui était condamné à mort, à tort, et ont laissé l'affaire largement irrésolue. Qu'est-ce qui est-il arrivé à J. Smith et Bill Bradfield après leur procès? J. Smith a continué à écrire des livres sur sa version de l'affaire et s'est remarié en 2002. Il a également poursuivi en justice l'État et l'écrivain Joseph Wamboth. Malheureusement, sa fille et son gendre sont toujours portés disparus en 2023. J. Smith, par contre, est décédé en 2009. Quant à Bill Bradfield, le destin ne l'a pas épargné. Le 16 janvier 1998, il avait 64 ans et avait passé presque une décennie en prison. Ce jour-là, il était retrouvé complètement immobile dans sa cellule par un couple de gardiens pendant leur tournée de l'après-midi. Après plusieurs tentatives infructueuses de réanimation, il a été amené dans un hôpital voisin où il a été déclaré mort peu après 17 heures. Il est parti avec tous les secrets qu'il aurait pu révéler. Pourtant, quelque chose a été découvert après son décès. Dans son appartement, une photo prise avec un appareil Polaroid a été trouvée. La photo semble avoir été développée en 1986, des années après sa condamnation. Elle a été prise dans une zone boisée et montre une pierre d'un aspect très particulier, entourée d'arbres et de feuilles par terre. Selon les enquêteurs, il pourrait s'agir du lieu d'inhumation improvisé de Karen et Michael, les enfants de Suzanne. Étant donné que 20 ans après les faits, leurs corps n'ont jamais été retrouvés, on suppose que cette photo pourrait être celle de leur tombe, prise par Bill lui-même. Mais pourquoi aurait-il fait cela? Et où se trouve cet endroit? Personne ne l'a jamais découvert. L'Upper Merion High School, l'école de Suzanne, Bill et des autres personnages de cette triste histoire a toujours du mal à effacer sa mauvaise réputation. Même si de nombreuses années se sont écoulées, les étudiants et les parents ont encore du mal à séparer le nom Upper Merion de l'histoire scandaleuse qui s'est déroulée dans les années 80. Les fausses rumeurs sur les satanistes continuent de tourmenter le souvenir de la vie paisible de Suzanne et planent encore dans les salles des classes. Un certain Brian Krause, ancien agent de l'État de Pennsylvanie,
a révélé aux journalistes la possibilité qu'une troisième personne soit impliquée dans cette affaire. Je dirais certainement qu'il y a une possibilité qu'une troisième personne soit impliquée, a-t-il déclaré. Mais malgré les décennies passées depuis le début de cette affaire, il est peu probable que les choses changent rapidement. Les Mainline Murders restent l'affaire la plus coûteuse, la plus longue et la plus complexe de l'histoire de Pennsylvanie. Où sont les enfants? Qui a vraiment tué Susan Gallagher? Et que s'est-il passé avec le jeune couple de mariés problématiques? En 2023, nous sommes de retour au point de départ, comme un chien qui se mord la queue. En espérant que le temps aidera à résoudre cette affaire, pour l'instant, c'est ainsi que se termine l'histoire de Mainline Murders. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette histoire incroyable et tragique qui a secoué la Pennsylvanie dans les années 80. Nous avons suivi le parcours de Susan, Bill, Smith et de nombreux autres personnages, chacun avec son lot de souffrances et de destins brisés. Mais malgré les nombreuses années écoulées, cette affaire reste encore irrésolue, avec des questions sans réponse et des mystères non résolus. J'espère que cette vidéo vous a captivé et vous a permis de mieux comprendre l'histoire de cette affaire, qui a marqué les esprits des Américains. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Et si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les partager dans la section des commentaires ci-dessous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une nouvelle histoire criminelle. Prenez soin de vous.